Bonjour à tous, bienvenue sur Remarque, le podcast qui parle influence. Comment Instagram réussit à nous nourrir chaque jour? Média de divertissement, source d'inspiration et d'information, derrière ces images et ces vidéos se cachent des personnes, des histoires et des convictions. Ils sont créateurs de contenu, militants, coachs anonymes, agences ou marques. Instagram fait partie de leur quotidien. Ils en ont fait un métier ou l'utilisent pour changer le monde. Je m'appelle Margot et je vais chaque semaine à la rencontre de personnalités suivies, commentées, adorées, détestées et convoitées. Nous parlerons de leurs histoires, de développement personnel, d'engagement et d'addiction ou encore de business. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et encore mieux un commentaire. Merci à mon partenaire Villa Violet, lieu événementiel du 7e arrondissement de Paris, qui a la gentillesse de me recevoir pour l'enregistrement de ce podcast. Bonne écoute. Bonjour Estelle. Bonjour Margot. Estelle, tu es la fondatrice de MC de Mon Amour, ton agence de wedding planner depuis bientôt 10 ans. Alors avant que tu nous donnes tes conseils pour organiser un mariage instagrammable, est-ce que tu peux nous raconter comment est né MC de Mon Amour ? Alors, MC de Mon Amour est né effectivement il y a bientôt 10 ans. À la base, j'étais juriste et j'adorais mes études, mais je me suis dit, mais plus j'allais vers la vie active, moins ça m'intéressait de travailler encore dans le droit. Et un jour, je me suis lancée en organisant d'abord pour une collègue, ensuite pour une amie, de fil en aiguille, vraiment lancer la vraie agence parce que c'est ce qui m'avait toujours intéressée. Mais je me disais, est-ce que c'est un vrai métier d'être wedding planner? Donc finalement, j'en ai fait mon vrai métier il y a bientôt 10 ans. On est ensemble pour que tu nous donnes tes conseils de pro pour organiser un mariage unique et instagrammable. Alors déjà, j'ai envie de te demander, quelles sont les tendances actuelles pour ce qui est du mariage ? Alors, on est encore en termes de tendance sur ce qui se faisait déjà pas mal l'année dernière, donc tout ce qui est pampa, le blush, le nude, enfin quelque chose d'assez glamour, bohème, ça c'est toujours tendance. Les mariés en veulent toujours beaucoup. Par contre, la couleur revient pas mal en force. On a pas mal de demandes pour des mariages très colorés. Qui changent un petit peu, qui veulent pas trop de classiques. Ce qu'on peut retenir comme tendance aussi, c'est moins visible en termes de déco, quoique, parce que c'est dans les petits détails, mais les mariés ont vraiment envie de faire plaisir à leurs invités. C'est hyper important pour eux qu'ils passent un bon moment, que tout le monde se sente hyper bien. Qu'est-ce que je pourrais dire encore en termes de tendance? On fait pas mal de design avec les tables. On voit les tables un peu en serpentin comme ça, ou alors quand on les regarde un peu avec vue du drone, ça a formé un triangle ou des choses comme ça. Ça, les gens aiment bien s'amuser un petit peu. C'est ça. Enfin, si je devais donner une tendance un petit peu générale, c'est que les gens ont vraiment envie de se faire plaisir. Aujourd'hui, on se marie vraiment par choix. Et encore plus après ces années de pandémie où le mariage est une occasion de faire la fête, de se faire plaisir, de montrer aux gens qui nous entourent qu'on les aime. Voilà. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'un mariage est réussi ? L'ambiance et les souvenirs que les gens vont en garder. Alors oui, il peut y avoir une déco somptueuse, il peut y avoir un lieu magnifique, le DJ peut être génial, mais du coup, tout ça participe à l'ambiance et les souvenirs que les gens vont garder. J'ai des mariés qui me disent « Mais Estelle, 5 ans après, on nous parle encore de notre mariage et oui, les gens se rappellent pas ce qu'ils ont mangé, ils se rappellent pas sur quelle musique ils ont dansé, mais ils se rappellent qu'ils se sont vraiment amusés, qu'ils ont pris un énorme shot d'amour ce jour-là. Et je pense que c'est ça qui fait qu'un mariage est réussi. » J'aimerais que tu nous conseilles sur plusieurs points. Alors, dans un premier temps, la robe. Oui. Alors, où la trouver? Alors, pour le coup, en France, on a vraiment pléthore de créatrices. Elles sont toutes plus douées les unes que les autres. Évidemment, il y en a sur Paris, Marseille, Lyon. Enfin, voilà, il y en a vraiment beaucoup. Sur Paris, moi, j'ai une affection particulière pour Meryl Suissa, pour Rima Rodaki. Je vais penser aussi à Elisa Ness, Mademoiselle de Guise. Enfin, voilà, dans le sud, j'aime énormément Alma Real à Marseille et Manon Gontero. Voilà, après, vraiment, je pourrais donner plein de noms. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se faire plaisir au niveau de la robe. Alors oui, ça peut être une somme importante, mais est-ce qu'il y a un autre jour où on a envie de se sentir aussi bien dans sa peau, aussi féminine, aussi ça dépend de ce que chaque fille recherche. Mais il y en a qui vont vouloir être glamour, d'autres qui vont vouloir faire attention à ne pas être trop sexy. Chacune fait comme elle veut, du moment qu'elle se fait plaisir. Et effectivement, c'est un petit budget, mais vamos. C'est quoi le budget, justement ? Alors, pour une créatrice, je pense qu'on démarre au moins 1008, mais et après, ça peut aller jusqu'à 10 000, 15 000. Hein. En termes de budget, de toute façon, tout peut aller du simple au quadruple, selon la marque, selon le tissu qu'on choisit, selon est-ce qu'on fait vraiment demi-mesure, est-ce que c'est complètement un dessin from scratch. Enfin, voilà, donc après, tout peut s'adapter en fonction de son budget.
Ce que j'ai envie de dire, c'est de pas non plus trop s'éparpiller, de pas non plus faire 30 essais. Évidemment qu'on hésitera toujours entre robe numéro 1 et robe numéro 18. Voilà. Donc, il y a un moment, aller vers une créatrice avec qui on se sent à l'aise, où on se sent écouté, le style nous ressemble. C'est pas la peine non plus de s'inventer une personnalité le jour de son mariage, de devenir quelqu'un de complètement glamour alors qu'on est plutôt casual au quotidien. Mais voilà. Au niveau du lieu, alors souvent c'est la chose qu'on a du mal à trouver. Justement, comment on fait pour choisir son lieu ? Le lieu, c'est un peu effectivement la recherche de la licorne, quoi. On veut tous les critères, mais en même temps, on voudrait ne pas payer ça pour plus de la moitié de son budget. Mais comment on fait pour le trouver ? J'ai envie de dire, il faut user un petit peu de toutes les cordes qu'on a. Donc, Google, Instagram, les amis qui se sont mariés. Si vous avez déjà booké votre photographe parce que vous le connaissiez, lui demander où est-ce qu'il a travaillé, ce qu'il a aimé et tout. Les blogs de mariage, je pense que c'est un incontournable, justement, pour aussi se rendre compte de l'ambiance qu'il y a sur un lieu, qu'on peut retranscrire. On le voit bien à travers les photos de vrais mariages. J'ai envie de dire qu'il faut surtout pas se fier aux photos des sites généralement. Il y a beaucoup, beaucoup de lieux où les photos sont juste horribles. Donc, si on a un peu du mal à se projeter, on élimine des lieux qui pourraient avoir un gros potentiel. La recherche de lieu, c'est très chronophage. Mais pareil, il faut choisir le lieu où on sent que c'est là. En fait, on y est et soit on est serein, soit on a envie de faire la fête, soit on se dit, on n'hésite plus, un peu comme la robe. Une fois qu'on y est, on se dit, ça y est, c'est le bon. Est-ce qu'il y a un budget, justement ? Alors, pour les lieux, c'est un poste qui a beaucoup augmenté depuis le Covid. On assiste actuellement à un gros boom des mariages. Il n'y a jamais eu autant de mariages que depuis, je crois, les années 1980. Donc, les lieux en ont profité pour augmenter un petit peu les budgets. On peut avoir des premières locations autour de 4 000, 5 000 euros. Mais pareil, il y a des lieux où on y retourne plusieurs fois par an, où ils sont à 25 000, 30 000 euros le week-end, quoi. Donc, effectivement, ça peut très vite monter. C'est pour ça que si jamais on vient à parler de budget mariage dans ce podcast avec toi tout à l'heure, c'est très compliqué de répondre à cette question. D'un budget mariage, on peut faire quelque chose à 50 à 80 000 euros et être aussi à 80 000 euros, mais finalement, on est 200. Ça va dépendre un petit peu de où est-ce qu'on place son curseur en termes de priorité. Est-ce qu'on va mettre déjà 20 000 euros dans le lieu et du coup, les autres postes, du coup, on doit les aménager en conséquence. Enfin, voilà, ça dépend. C'est la chose la plus importante pour toi, le lieu ? Oui. C'est le départ c'est un peu le fil conducteur pour la décoration, pour l'ambiance qu'on souhaite. C'est quand même, si on veut, quelqu'un vient me voir en disant, nous, on veut un mariage chill et que finalement, il book un hôtel hyper strict. Alors, à telle heure, faut être là, à telle heure, faut être là. Et puis, c'est, par exemple, plein de dorures et tout. Je suis pas sûre que ça renvoie à une ambiance chill. Évidemment, je prends les extrêmes comme exemple. Mais ça donne, si on veut créer une bulle, par exemple, on a beaucoup de Parisiens qui veulent aller dans le sud, aussi pour avoir un cocon. Donc oui, ils vont choisir un grand mas avec plein de chambres où les invités peuvent rester, que vraiment, ils ont l'impression de faire une parenthèse pendant 2-3 jours. Donc oui, le lieu est hyper important. J'aimerais qu'on parle du thème. Alors souvent, les mariés imposent un thème à leurs invités. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, le thème imposé, il est plus souvent pour les demoiselles d'honneur et garçons d'honneur. Alors, en tout cas, de mon expérience, les mariés n'aiment pas trop imposer un thème parce qu'ils ont toujours peur d'embêter leurs invités. Comme on est comme je le disais au début, dans l'envie de faire plaisir à ses invités, qui passent un bon moment, les mariés sont plutôt à se poser des questions genre, mais est-ce que ça va pas les embêter ? Est-ce que ça tout le monde va apprécier ? Donc, ils vont faire à la limite pour les demoiselles d'honneur, garçons d'honneur, où là, oui, il y aura un thème imposé, que ce soit une palette de couleurs ou un style de robe ou un costume de telle ou telle couleur pour les garçons d'honneur. Mais pour les invités, on essaye moyennement et franchement, je ne le conseille pas trop. Justement, on parle de faire plaisir. Est-ce que, alors on a toujours le petit cadeau en tant qu'invité. Qu'est-ce que tu conseilles comme cadeau ? On est toujours sur le dragée ou... Alors non, je pense que j'en ai pas fait depuis au moins 6 ans. Après, si ça vous fait plaisir, pourquoi pas. Mais on va changer le contenant. On va éviter l'organza. Non, un dernier cadeau d'invités qui ont beaucoup plu. Je pense à Merci Coco. J'adore le nom déjà. C'est une boîte avec qui on travaille souvent. Il y a des petits tubes pour avoir du thé. Il y a des petits ronds de cire qui sont
sentent hyper bon. Il y a des petites bougies, il y a des petits gâteaux. Et on peut faire quelque chose d'hyper joli avec une étiquette personnalisée ou quoi. Donc, le cadeau d'invité, on le pense aussi un peu par rapport à la déco aujourd'hui. Donc, on va le personnaliser au thème avec évidemment le nom des mariés. Je pense à d'autres cadeaux. Un cadeau que j'aime beaucoup également, c'est le parfum du mariage. En fait, c'est assez original. Voilà, on crée une odeur, en fait, que l'on va diffuser peut-être à l'entrée de l'église ou à l'entrée de la cérémonie laïque, qu'on va diffuser, alors pas à table, je ne conseille jamais de diffuser à table, mais par exemple pendant le cocktail sur la petite table urne et livre d'or, pareil, il y aura une petite bougie dans les toilettes, à différents moments. Et on peut même, dès l'envoi du faire-part, envoyer un petit bâton parfumé. Et du coup, l'odeur rappellera le mariage. Et on a déjà travaillé plusieurs fois avec l'odoristerie. Ils ne sont pas très nombreux sur le marché. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres. Donc voilà, on peut vraiment créer son parfum. Et je trouve que c'est un super souvenir qui change un petit peu, le souvenir olfactif du mariage. Ah, complètement, j'avais jamais entendu ça. Oui. Au niveau de l'invitation, alors, à quel moment on doit envoyer l'invitation ? 1 an avant le mariage ? Non, c'est un peu tôt. 1 an, c'est un petit peu tôt. Alors, si on se marie à l'étranger, évidemment, dès qu'on a booké un lieu et qu'on a une date fixe, on fait ce qu'on appelle un save the date pour permettre un petit peu à ses invités de prendre ses dispositions et de booker les vacances ou quoi. Quand c'est en France et on reste soit dans la même région, soit c'est juste pour aller dans le sud et les déplacements sont faciles, par exemple, ou la Bretagne ou quoi, mais c'est plutôt facile de se déplacer. Je conseille entre 6 et 4 mois. Ça dépend, évidemment, si vous vous mariez en juin, juillet, on essaie d'aller au plus tôt. Mais généralement, votre cercle proche, parce que c'est pareil au niveau du nombre d'invités. On invite aujourd'hui vraiment les gens qu'on apprécie, avec qui on échange, et pas les gens qu'on n'a pas vus depuis 10 ans. Donc, généralement, on leur parle un petit peu, on leur donne la date de manière informelle, et après, on envoie les invitations. Mais 6 à 4 mois, si je devais donner une date idéale, je dirais 6 mois, mais 4 mois, ça peut fonctionner aussi. Et pour l'invitation, on reste sur le faire-part ? Rien de digital aujourd'hui ? Si, on en a, mais ce n'est pas la majorité. Il y a quand même l'amour du papier, je pense. On choisit la texture, on choisit bien le texte. Pour le coup, le digital, pour le Save the Date, on fait beaucoup de sites internet pour ne pas mettre trop d'informations dans le faire-part et justement être bloqué par tout ce qu'on doit mettre dedans et du coup, on retarde l'envoi. Mais je dois dire qu'on n'est pas encore passé totalement au digital pour l'invitation. Il y a une valeur un petit peu sentimentale, je crois. Alors, mariage veut dire traiteur. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui dans un mariage ? Alors là, pour le coup, les mariés veulent de plus en plus faire attention à ce qu'ils offrent à déguster à leurs invités. Donc, des produits de saison. Ils ont envie aussi de plus en plus, j'ai la demande de plats à partager. Pas forcément l'entrée, plat, dessert, quelque chose qui va durer trop longtemps, fromage, dessert. On n'a pas envie de passer longtemps à table. Par contre, on a des gourmets, quoi. On est habitué, je pense, à avoir des bons restos quand même autour de nous. Et du coup, le mariage aussi, on veut que ce soit l'occasion de bien manger, de présenter des bonnes choses. Finalement, on va un peu oublier le fagot d'haricots verts entouré de lard. Et on va peut-être plus aller sur des produits simples, encore une fois, mais bien cuisinés et avec des traiteurs qui ont de plus en plus une démarche un peu responsable. Enfin, pour le coup, autant je le sens pas vraiment dans tout l'univers du mariage de dire qu'il y a une tendance à l'éco-responsable, alors que c'est quand même une industrie qui est hyper consommatrice. Hein. Mais en termes de traiteurs, oui, on essaye un petit peu de manger local, de faire attention un petit peu. Et on reste sur des dîners assis ou on est plus en mode cocktail ? Non, dîner assis, mais par contre, on a tendance à supprimer l'entrée. Un long cocktail, et après, on va s'asseoir pour le plat, peut-être le fromage, ça dépend des goûts, et après, le dessert. Mais on supprime l'entrée justement pour passer un peu moins de temps à table, mais le dîner assis a quand même toujours comment dire, la victoire, on va dire. Mais par contre, on va changer la façon dont on s'assied. Les gens demandent pas forcément toujours les tables rondes. Pourquoi pas les grandes tables style banquet ? Pourquoi pas, plusieurs mélangés aussi. Parfois, j'ai eu des mariages avec des gros groupes de 16 personnes, des étudiants de Londres. On les sépare pas. On fait des grands tablés de rectangles et après, pourquoi pas quelques tables rondes. On s'octroie beaucoup plus de liberté aujourd'hui et il n'y a plus la sempiternelle phrase « Est-ce que ça fait mariage ?» Si vous semblez et ça vous semble être bien pour vous, allez, on y va. Et on reste sur des plans de table avec le nom des gens à chaque fois ? Alors, plan de table à moitié, on va dire. C'est-à-dire que oui, on va te dire, tiens, Margot et Estelle, vous êtes à la table 8. Mais quand on arrive à la table 8, il n'y a pas de notre marque-place
forcément sur la table 8. Une fois qu'on arrive à la table 8, on se place et voilà. Maintenant, on va dire qu'on a plus tendance à placer uniquement la table d'honneur pour vraiment savoir qui est à côté du marié et à côté d'un tel et tout. Mais sur les tables d'invités, on sait à quelle table on est, mais après, on se place librement autour de la table, quoi. Parlons animation musicale. DJ, groupe de musique, les deux, rien. Si le budget le permet, alors évidemment, pas rien. On oublie la playlist Spotify. Mais si le budget le permet, j'avoue que groupe plus DJ, c'est top. Après, quand on dit groupe, ça peut être un petit groupe de 2-3 personnes, voire 4-5 maximum en acoustique au cocktail. Et après, le DJ qui prend le relais. Il peut y avoir aussi des gros groupes où il y a vraiment une scène qui est montée. Ils sont 15. Enfin voilà, ils chantent aussi bien que les Beyoncé et compagnie. Donc ça dépend du budget. Mais c'est vraiment une partie importante, la musique, parce que comme on l'a dit, tout ce qui reste, c'est un petit peu l'ambiance, les souvenirs que les gens auront. Et forcément, la musique, ça y contribue beaucoup. Donc il faut vraiment faire attention à ce choix-là. Où est-ce qu'on trouve notre groupe de musique, même DJ ? Je pense qu'Instagram, c'est un très bon endroit parce que souvent, ils mettent des petites vidéos. Donc, ça vous permet un petit peu de se rendre compte de la voix, de l'ambiance qu'il y avait. On voit un petit peu les visages des invités, s'y profiter et tout. Après, il faut toujours se référer aussi, évidemment, au devis pour voir un petit peu si tout est compris. Parce qu'elle, si elle chante bien, mais qu'il faut lui payer 5 nuits d'hôtel, madame, on va peut-être pas y aller. Mais voilà. On parle Instagram. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un mariage devient Instagrammable ? On parle de souvenirs. Est-ce qu'on met un photocall ? Les photocalls, ça marche énormément, effectivement. Alors, Instagrammable, on va dire que c'est encore beaucoup les détails qui se voient. Donc, ça va être les looks des mariés. Si la mariée a un super look, plus que le marié, j'avoue, pardon, mais on fait encore plus attention au look de la mariée quand même. Avec, pareil, sa bande de copines où elles ont tout un super look. Ça, c'est Instagrammable. Et ça va être la déco, évidemment. Une déco il y a des décos qu'on a l'habitude de voir, donc qui vont un peu moins faire le buzz. Mais par exemple, ou alors parfois, même si on a l'habitude, par exemple, comme je disais tout à l'heure, les pampas, ça revient toujours et tout. Mais si on le fait un peu différemment ou de manière un peu plus waouh, genre vraiment un énorme mur de pampas plutôt que des pampas dans 4 vases, forcément, ça aura il faut le côté waouh pour que ce soit Instagrammable, ça c'est sûr. Et c'est quoi la chose waouh que t'es réalisée ? Le dernier mariage le plus waouh que j'ai fait, c'était mon premier mariage d'influenceuse. C'était celui de Pauline Torres. Et en fait, on a réussi à combiner un petit peu plusieurs tendances. Le côté très bohème, donc avec les pampas, mais en même temps glamour un peu à l'italienne, donc avec des très belles roses, beaucoup d'élégance. Donc il y avait un petit peu tout ce qui fonctionne dans un mariage, les guirlandes lumineuses, des très belles fleurs. Une mariée avec des robes somptueuses, elle en avait plusieurs en plus, des pampas de partout, et on avait fait aussi des tables miroirs. Ça a beaucoup buzzé pour le coup. Mais dans un lieu, c'était quand même un mas provençal. On n'était pas dans un château avec les tables miroirs et les dorures. Enfin, il y avait un mix un petit peu de plusieurs styles qui a super bien marché et ça a fait vraiment le buzz. Et aussi parce que on voyait à quel point, mais il y avait une ambiance de fou. De fou. Et je pense que le côté, la jolie déco, plus toutes les vidéos qui circulaient, les gens hurlaient quand ils chantaient, ça tapait dans les mains, ça dansait tout le temps. Je pense que ça a contribué au buzz. Donc vraiment, le mood des mariés et donc influence beaucoup les invités. Plus les mariés sont joyeux et ont envie de faire la fête, plus les invités vont suivre. Et on peut avoir la meilleure déco du monde. S'il n'y a pas d'ambiance, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur combo, quoi, d'avoir la plus belle déco du monde. Pourtant, je suis décoratrice, mais... Justement, j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier, nous dire à quel moment, justement, dans l'organisation du mariage, tu interviens ? Alors, je peux intervenir un petit peu quand les mariés le veulent. C'est-à-dire que certains mariés vont décider de vraiment tout nous confier de A à Z. Ils viennent nous voir en nous disant s'ils ont un budget ou pas. D'ailleurs, des fois, les gens ne savent pas non plus combien dépenser pour leur mariage. Je me dis toujours qu'ils savent ce qu'ils ne veulent pas dépenser, au moins. Ils veulent... Même si on ne sait pas ce qu'on veut dépenser, on sait toujours quelle est notre limite. Donc, ils peuvent tout nous confier de A à Z. Et nous, justement, on va chercher chaque prestataire, donc le lieu, le photographe, le traiteur, tout, selon leurs critères. Voilà. D'autres personnes vont aussi se dire, nous, on a envie de s'en occuper un petit peu, donc on va le faire. Et puis, on va vous confier uniquement la décoration et la coordination du jour J, par exemple. Et d'autres personnes, enfin, vont tout faire eux-mêmes. Et par contre, vont vouloir vraiment relâcher le jour J et nous confier le relais, un petit peu de prendre le relais auprès de tous les prestataires qu'ils ont eux-mêmes bookés.
et de bien comprendre un petit peu l'ambiance, l'envergure du mariage qu'ils ont voulu avoir, la teneur de mission de chaque prestataire. Et nous, on est là un petit peu pour remettre les pièces du puzzle en place et faire qu'en sorte que le jour J, même si on se connaissait pas entre prestataires, finalement, on est une équipe soudée, bienveillante. On a tous le même objectif, c'est le bonheur des mariés, quoi. Ça fait un peu cliché, mais c'est vrai. Justement, tu parles d'équipe. Aujourd'hui, je crois que vous êtes plusieurs chez MC de Mon Amour. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, effectivement, je vois que le métier a quand même beaucoup évolué. Donc moi, ça fait bientôt 10 ans. Et il y a 10 ans, il y avait très peu d'agences. C'était plutôt une wedding planner qui se lançait. Et j'ai voulu arrêter d'être seule dans ce métier. Donc, puis avec la demande grandissante, mais l'envie d'avoir toujours la même attention avec chaque couple, s'est posé la question de grandir. En fait, c'était soit j'arrêtais de prendre des demandes et du coup, je restais à un nombre, on va dire qu'en moyenne, une wedding planner prend 15 mariages par an, 15-20. Mais après, si on est dans une région et qu'on fait un petit peu toujours avec la même team de prestataires, on peut se permettre d'en prendre plus. Ça dépend un petit peu de la configuration. Nous, on a toujours fait en France et à l'étranger, donc chaque recherche est chronophage, en fait. Donc, c'est posé la question de grandir et OK, une stagiaire avec qui on a travaillé dans l'ombre un petit peu en tant que freelance depuis 2-3 ans est devenue, elle aussi, un visage pour les couples avec qui elle faisait les rendez-vous. Et puis après, j'ai accéléré l'agrandissement, on va dire, de l'équipe avec les formations parce que ça me permettait déjà, qu'elles aient ma philosophie et mes méthodes. Ensuite, elles ont travaillé avec moi pendant 1 saison, 2 saisons. Et après, pareil, il y a des filles qui peuvent être prêtes plus ou moins vite. Donc, il y en a certaines, en 6 mois, elles ont eu leur premier rendez-vous avec des clients et d'autres, il a fallu attendre un peu plus pour qu'elles aient plus d'assurance, qu'elles aient plus de... Et puis, moi aussi, j'ai envie de dire, pour que je sente qu'elles étaient prêtes à prendre la responsabilité d'un mariage. Parce que, mine de rien, on a face à nous un couple qui met une belle somme d'argent, qu'elle soit de 30 000, 50 000, 150 000, 200 000 euros selon les moyens de chacun. Pour chaque couple, c'est une somme importante par rapport à ses moyens. Pour un événement qui est hyper important. J'aime pas dire le plus beau jour de leur vie parce que je trouve ça un peu triste de dire qu'à 32 ans, ça y est, on a vécu le plus beau jour de notre vie. Donc non, c'est l'un des plus beaux. Mais j'espère pour eux que ce n'est pas le plus beau et qu'il y en aura plein d'autres derrière. Mais voilà, on a une responsabilité quand même assez importante en termes que ce soit financièrement ou émotionnellement. Donc il faut une fille qui a les épaules, la personnalité pour assumer tout ça. Et quelle qualité on doit avoir en tant que wedding planner? Alors, l'organisation, j'ai envie de dire, il faut que ce soit l'organisation. Par exemple, moi, dans mon équipe, j'ai des filles qui sont très organisées avec plein de tableaux. Moi, je vais être quelqu'un de très organisé dans ma tête. Évidemment, il faut quand même que j'ai des documents pour les marier, mais je ne suis pas forcément celle qui va mettre tout dans des petits documents bien classés à droite à gauche. Mais tout est très logique dans ma tête, tout s'anticipe énormément. J'ai une très grosse capacité d'adaptation. Je pense qu'il y a ça, l'organisation, la capacité d'adaptation. Il ne faut pas être susceptible du tout, je pense. Ça, c'est important de le mentionner parce que parfois, les mariés ont un coup de stress, ont des angoisses qu'ils reportent sur nous. Et il ne faut pas prendre les choses personnellement. Il faut comprendre ce qui les stresse, comprendre le point qui va permettre de délier un petit peu tout ça. Après, je pense la diplomatie, évidemment, pour travailler avec plein de gens différents. Donc, et pas d'ego mal placé, j'ai envie de dire aussi. Et je pense que tout ça, c'est englobé par la bienveillance. Parce qu'à mon avis, pour faire face au stress des mariés, aux désirata de chacun, aux égos de certains prestataires, aux envies de travailler un petit peu différentes de tout le monde, si on fait tout ça dans la bienveillance, je pense que ça peut fonctionner. Et après, je dirais pas qu'il faut pas être stressé, c'est pas vrai, parce que j'ai des personnes dans mon équipe qui le sont pas mal. Moi, je le suis pas du tout. Donc ça, pour le coup, je dirais plus aujourd'hui que c'est une qualité de ne pas être stressé parce qu'il y a des gens stressés qui, ça dépend comment on le gère, son stress. C'est plus de la gestion du stress qui est importante, mais être stressé n'est pas forcément un mauvais moteur. Quelle est la démarche à suivre pour suivre justement une de tes formations ? Eh bien, il faut s'inscrire. Aujourd'hui, alors, pour être tout à fait transparente, il existe plein de formations sur le marché. Ce n'est pas un métier qui est reconnu. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, il faut choisir sa formation aussi comme on aurait choisi sa wedding planner, avec du feeling. Voilà. Nous, on a créé une formation avec Super Planner. C'est ma collègue avec qui on a créé cette formation. On a créé une formation que nous, on aurait aimé avoir à nos débuts. Moi, je me suis lancée sans rien. J'ai tâtonné, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des grosses erreurs en tant qu'entrepreneur, parce qu'on l'oublie souvent, mais avant d'être wedding planner, on est chef d'entreprise.
J'ai fait des erreurs aussi en tant qu'évidemment organisatrice de mariage, et puis on a tellement de casquettes que nous, on a essayé de faire une formation où on aborde toutes les casquettes de ce métier. La comptabilité, la communication, les réseaux, enfin vraiment tout ça. Le management aussi, parce qu'on a toujours une équipe. Même si vous êtes seul à gérer votre agence, il y a un moment où vous allez devoir être à plusieurs sur une journée. Si vous avez un gros mariage de 200 personnes, c'est quand même compliqué d'être toute seule. Et le côté entrepreneur, vraiment tout, et évidemment wedding planner. Et voilà, donc aujourd'hui, on a créé cette formation-là, aussi à deux, parce qu'on est deux agences très différentes, marchés très différents, façon d'organiser et de gérer sa société très différente. Et du coup, on a trouvé que c'était une grosse plus-value pour les filles et qu'elles pouvaient se sentir plus légitimes ensuite à créer, elles aussi, leur propre méthode d'organisation et se sentir à l'aise avec ça, en fait. Génial. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver évidemment sur Instagram avec MC2 Mon Amour. Sur Internet, on commence sur TikTok, mais on a un petit peu du mal à s'y mettre. Mais on voulait justement quelque chose de plus léger parce qu'on est sur Instagram, on est évidemment dans la culture du beau. Donc, on veut toujours montrer les belles réalisations. Et on s'était dit, pourquoi pas sur TikTok montrer un petit peu les coulisses ou quoi. On le fait un petit peu sur Instagram, mais de manière moins spontanée. Je crois on a toujours envie de garder quelque chose de beau. Après, je suis aussi sur certains blogs. On fait publier les articles. Je pense au blog de Madame C, La mariée aux pieds nus, mes deux blogs préférés en France. Donc, voilà. Donc, si on a besoin d'un devis pour organiser notre mariage, c'est sur Instagram, il y a un lien pour un site internet ? Oui, généralement, on reçoit soit des DM auxquels je réponds. On a des appels aussi. J'ai beaucoup d'appels directs. Ça, je trouve ça sympa. Je me dis que c'est un signal un peu fort de l'envie de s'engager avec une wedding planner. Donc, pour le coup, j'aime bien. Je reçois aussi des textos directement aussi sur WhatsApp et tout, ou sur le site internet. Il y en a qui utilisent encore les mails. Et pour le planning des formations, c'est aussi sur le site internet ? Oui, alors on a un site dédié, ça s'appelle formationwedding.fr, où on a mis en ligne toutes les dates des prochaines sessions. Et après, effectivement, j'ai aussi pas mal de filles qui m'appellent directement ou qui me posent des questions en DM sur MC2 Mon Amour. Merci Estelle pour tous tes conseils. Merci pour ton invitation, c'était hyper sympa. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser une note, je vous avoue que les 5 étoiles sont mes préférés. Pour suivre le programme, je vous retrouve tous les mercredis sur le compte Instagram Remarque Podcast pour l'annonce du prochain invité. Sinon, je vous dis à lundi pour le prochain épisode.